Bonjour et bienvenue à tous sur ADN. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode spécial trades en vue de la trade deadline de cet hiver. Donc, pour ceux qui nous regardent, ça va être un premier épisode qu'on va faire en vidéo, donc ça va être plus simple pour pouvoir visualiser un peu les trades que j'ai fait avec la trade machine de Fanspo, que tout le monde doit connaître sûrement. Et pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de commenter un peu les joueurs que j'envoie et dans quelles équipes je les envoie pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, le concept d'aujourd'hui, c'est que je vais présenter quelques trades qui me paraissent vraiment plutôt plausibles et je vais les commenter, je vais expliquer pourquoi ça aiderait ces équipes et dans quelle direction aussi pourraient aller ces équipes après ces trades. Je vais vous présenter aujourd'hui 6 trades. Donc on va commencer par le premier et le dernier qui vont être plutôt des gros trades. Et les trades qui vont être au milieu, vous attendez pas à des gros trades, ça va plus être des ajustements, mais on se trouve dans le marché quand même d'hiver et c'est vrai que c'est surtout des ajustements en général qui vont se passer, donc on va souvent avoir des contenders pour le titre qui vont essayer de se renforcer. On a eu récemment des bons exemples sur ça. Par exemple, on va prendre un Toronto qui va peut-être aller chercher un Marc Gasol pour faire son run vers le titre. Ou alors on va avoir des équipes qui sont un peu meilleurs que prévu et qui vont vouloir plus tanker que d'habitude. On peut penser par exemple cette année aux Nets qui commencent à avoir une bonne dynamique et qui ont redonné un peu de la valeur à Michael Porter Jr. Donc peut-être qu'ils vont vouloir s'en débarrasser un peu pour s'assurer quand même d'être dans le bottom 3, ce qui pourrait être intéressant pour eux au vu de la draft qui arrive. Et ben, il y a plusieurs types d'équipes et plusieurs types de trades qui peuvent être faits par ces équipes, mais on va voir ça tous ensemble avec ces trades. Donc pour commencer, je vais vous présenter un trade, plutôt un gros trade là pour le coup, que j'ai, comme je vous ai dit, le premier trade ça va être un trade assez important, mais c'est un trade qui est quand même assez dans l'air, et je vous explique pourquoi, et pour moi qui est potentiellement assez plausible, car c'est quelque chose qui vont toucher deux équipes qui sont vraiment beaucoup dans la rumeur en ce moment, donc les Bucks. Les Bucks qui font pas un très bon début de saison et qui sont encore dans le mindset de vouloir montrer à Giannis qu'ils peuvent monter une équipe autour de lui. Les Kings qui clairement ont raté leur début de saison, qui vont sûrement essayer de tanker cette année. On en a parlé dans certains épisodes, mais les Kings, ça va tanker, ça va faire exploser l'effectif et pourquoi pas faire des premiers pas dès maintenant. Et ensuite, on va parler des Pistons dans ce trade. Donc les Pistons qui viendraient se greffer pour récupérer un peu des joueurs pour se dire ah, on va peut-être avoir un shot vers le titre. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faudrait se renforcer. Donc voilà. On va commencer du coup par le trade. Donc je vais présenter un peu le trade. Donc les Bucks recevraient Zach LaVine de Sacramento et un premier tour de draft 2026 de Détroit. Sachant que ce tour de draft va sûrement se trouver aux alentours entre 25 et 30 potentiellement. On a vu le début de saison des Pistons si ça continue comme ça et que ça s'écroule pas. Donc pas forcément un haut tour de draft, mais c'est quand même une compensation pour les Bucks qui vont avaler le gros salaire et sur 2 ans de Zach LaVine. Les Kings, eux, de leur côté, récupéreraient Kyle Kuzma, qui est à 22 millions sur 2 années, et Isaac Jones. Donc là, ça va vraiment être salary filler. Il fallait que les Pistons envoient un joueur. Isaac Jones qui vont pas forcément faire jouer ou même garder. Ils pourront peut-être le cut. Ça va rester avec les Kings, mais ça leur permet en tout cas d'évacuer les 25 millions de différence de salaire qu'il y a entre Kyle Kuzma et Zach LaVine. Sur un contrat par contre de même durée, mais sachant qu'un Kyle Kuzma à 22 millions sera beaucoup plus simple à bouger plus tard qu'un Zach LaVine. Et pour que ce trade marche, il fallait qu'il y ait une troisième équipe qui prenne des salaires. Et de notre côté, ça va être en fait les Pistons qui vont se greffer sur ce trade et qui vont de leur côté récupérer deux joueurs assez intéressants. Donc Bobby Portis qui va être clairement le joueur le plus intéressant de ce trade, qui est encore, qui est encore sous contrat avec les Bucks pour 3 saisons à 13 millions, donc c'est un très 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 bon contrat. Et on va avoir aussi Gary Harris qui est un peu déçu aux Bucks, qui va vraiment être un filler en fait de contrat.
Et du coup, les Pistons qui envoient leur premier tour de draft à Milwaukee, mais qui vont recevoir en contrepartie un second tour de draft de la part des Kings là, qui vient de Utah. Donc ce sera ouais, je crois qu'il se. En plus, il faudra que je revérifie, mais c'était pour avoir une petite compensation côté Pistons, mais il me semble qu'il convenait pas en fait s'il était dans les premiers tours, dans les premiers pics du second tour. Donc ce qui va sûrement ne pas se passer pour les Pistons, vu que Utah devrait vraisemblablement finir bottom, enfin peut-être pas dans les derniers là, mais dans les 4-5 derniers de la conférence Ouest, si ça se continue comme ça. Maintenant, je vais expliquer un peu ce trade. Donc, pour les Bucks, c'est assez clair. Mettre Saklavigne, ça a été mettre Saklavigne, donc une star à côté de Giannis. Ça a été dans les noms qui ont été cités, qui sont regardés par les Milwaukee Bucks. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui sort pas de nulle part. Je l'ai pas inventé là. C'est vraiment un nom qui est apparu dans certaines conversations. Je suis de mon côté pas forcément fan du fit. Après, si d'un côté on disait bah, Zach LaVine, c'est quoi le meilleur joueur avec qui il pourrait jouer? Ce serait bah, un pivot très fort défensivement et qui lui laisse de l'espace parce que bah, Zach LaVine, ça va peut-être l'inverse, un extérieur qui va shooter à 3 points. Et je pense que c'est pas forcément le meilleur partenaire pour Giannis, mais par contre, pour Zach LaVine, avoir Giannis, c'est peut-être la meilleure combinaison possible pour son style de jeu. Après, à voir, il aurait du coup du Giannis Turner dans la raquette. Et lui qui serait un peu en arrière, là, qui pourrait lancer des 3 points. Turner aussi qui peut sortir de la raquette, mais ça permettrait déjà d'avoir une bonne défense et de compenser un peu le manque de défense de Zach LaVine, même si pourtant il est quand même assez physique. Euh, et voilà, je suis pas forcément hyper hypé par le fit, mais pourquoi pas, et c'est potentiellement l'une des seules stars entre guillemets que les Bucks peuvent se payer. Côté Kings, c'est assez clair. Kyle Kuzma et Zach Jones, on reprend 23 millions de salaire et on en fait sortir 47. Donc c'est le début de la reconstruction. Et en plus, on a besoin que d'utiliser un second tour qu'on enverrait aux Pistons pour se débarrasser de Zach LaVine. Donc très belle affaire du côté des Kings. Potentiellement, si on devait retravailler ce trade, peut-être que les Kings devraient envoyer un peu plus pour séparer de Zach LaVine. Mais voilà. Et le contrat de Kyle Kuzma est pas forcément cadeau non plus. C'est pas non plus un expirant. Il a encore 2 ans, mais il devrait quand même être facilement bougeable prochainement. Et Kyle Kuzma aussi, qui avait été dans les discussions l'année dernière pour pourquoi pas aller chez les Kings, mais ça ne s'était pas fait. Et enfin, on finit par les Pistons, qui eux ont de la place sous le salary cap et qui peuvent se permettre de récupérer un Bobby Portis quasiment gratuitement, un premier tour de draft, mais qui va être en fin de premier tour, donc c'est quasiment l'équivalent d'un second tour. Et un Gary Harris qui n'a pas vraiment marché aux Bucks, mais pourquoi pas aux Pistons en sortie de banc, qui pourrait être intéressant. On ne sait jamais, mais l'idée c'est aussi de récupérer un peu un Gary Harris pour faire matcher les salaires. Mais Bobby Portis qui pourrait être assez intéressant en tant que 4, 5. On sait qu'il y a déjà du Isaiah Stewart, on va avoir du Jalen Duren sur les postes 4-5, on va avoir du Tobias Harris, on va avoir du Ron Holland aussi qui peut être un peu 3-4. Mais Bobby Portis, ça va être un peu plus un côté offensif qui peut être intéressant quand par exemple Tobias Harris ne rentre pas ses shoots. Faire rentrer un Bobby Portis 15-20 minutes, ça peut être très intéressant pour eux. Et ça donne un peu d'autres solutions et ça donne encore plus de puissance, on va dire, au banc des Pistons. Et, euh, et voilà, et c'est un pari à tenter, je pense. Et si Bobby Portis, ça ne fonctionne pas, c'est un joueur qui est très demandé dans la ligue et qu'ils n'auront pas de mal à refourguer si ça ne marche pas. Donc, un pari à prendre pour les Pistons, mais ils ont la place, ils ont les assets et ils font une très très bonne saison. Donc, ce serait peut-être le moment de pull the trigger, comme on dit, et essayer de faire un coup en vue de cette fin de saison. Donc ça va être tout pour ce trade. On va passer au trade suivant. Le trade suivant, c'est un trade qui est assez petit, mais qui est quelque chose qui est plus probable, on va dire, vu la fenêtre d'hiver dans laquelle on se trouve. Mais ce serait les Pacers qui activement sont en recherche d'un pivot et qui pourraient en fait récupérer Kevon Looney qui a été signé en free agent.
cet été, mais avec qui ça ne fonctionne pas vraiment chez les Pélicans. Et donc là, le trade, ceux qui voient à l'image, là, ça met que ça ne peut pas être réalisé pour l'instant parce que Kevin Looney est un recently signed, donc ça veut dire qu'il pourrait être tradé qu'à partir du 15, il me semble, 15 janvier. Mais une fois qu'on sera au 15 janvier, ce trade pourra réellement être existé. Et les Pélicans, de leur côté, recevraient Tony Bradley, donc un peu le backup de JF aux Pacers en ce moment, et Garrison Matthew pour faire un peu matcher les salaires Les deux sont en contrat minimum 1 an, donc les Pélicans pourront les garder ou non. Mais l'idée pour les Pélicans, c'est de se défaire d'un Kevin Looney qui a 8 millions la saison et, euh, et qui a encore 2 saisons devant lui et pour récupérer 2 contrats expirants et donc se faire de la place parce qu'en fait ils ont Yves Missy qui est encore en développement mais qui est un protecteur d'arceau jeune et une version un peu plus jeune de Kevin Looney on va dire et avec potentiellement plus de potentiel et ils ont un Derrick Queen qui est en train de prendre la place de titulaire en poste de pivot. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'un Kevin Looney et ça se ressent sur les rotations puisque Kevin Looney ne joue plus, clairement. Donc ce serait un win-win pour les deux équipes. Les Pacers qui pourront sûrement avec un collectif intéressant permettre à Kevin Looney de briller un peu comme il était, un peu plus on va dire comme il était aux Warriors. Un très bon rebondeur. Et puis c'est vrai que Kevin Looney sera sûrement quand même une upgrade à JF. Et je pense qu'avec du Carlisle, ça peut quand même essayer de bien l'utiliser et de le relancer un peu. Et du côté des Pélicans, c'est juste un trade qui va leur apporter plus de flexibilité en attendant potentiellement d'autres trades à venir. Donc voilà, ça va être tout pour ce trade. On va passer sur le prochain. Et là, c'est un trade qui va être à 3 équipes, un peu plus intéressant aussi. C'est 2 équipes qui vont être un peu plus contenders et encore une fois les Kings. Donc, on va se trouver avec les Knicks, les Lakers et les Kings. Les Knicks qui récupéraient Keon Ellis. Donc, Keon Ellis qui leur permettrait d'avoir un joueur un peu plus défensif sur les postes de 3. Donc, potentiellement faire se reposer un peu plus du Mikal. Quand tu es en playoff et qu'il y a du. Collet et Clarkson ont été très bons sur le backcourt en sortie de banc, mais potentiellement en playoff, tu vas peut-être avoir besoin des fois d'un joueur qui soit pas offensif, mais qui soit plus défensif pour aller sur ton backcourt, pour aller embêter par exemple des arrières ou des meneurs adverses qui seraient très intéressants. Donc ça peut être le cas de Keon Ellis. Et dans tous les cas, c'est pas un très gros pari. Il y a 2,3 millions cette saison. Il est expirant. Les Kings ne l'avaient pas prolongé. Et donc si ça se passe bien, ils peuvent le prolonger. Ou sinon, même envisager un sign and trade pour Keon Ellis qui est toujours très demandé dans la ligue. De leur côté, les Knicks se sépareraient donc de Gershon Yabusele, qui, l'expérience ne fonctionne pas. Clairement, ça fonctionne pas avec Gershon, donc ils s'en sépareraient. Gershon n'a quasiment pas de minutes, ses stats sont minimes, et je pense qu'il a pas la confiance du coach et il n'a pas forcément trouvé sa place dans cet effectif. Et Gershon qui irait donc aux Lakers. Lakers qui peuvent potentiellement lui offrir pas mal de temps de jeu en tant que soit pivot ou soit en tant que ailier fort. Euh, Ayton qui est intéressant pour les Lakers cette saison, mais qui n'est pas non plus un pivot indiscutable dans la ligue. Et en position de. Potentiellement, il pourrait tourner aussi avec Ayton, qui en ce moment en plus est blessé, donc ça leur permettrait d'avoir un peu plus de profondeur. Et potentiellement, il pourrait tourner aussi sur le poste 4 pour apporter un peu plus de défense, potentiellement à la place d'un Hachimura par exemple, mais apporter un peu plus de défense, de hustle, d'énergie en fait à ces Lakers qui en ont pas mal besoin. Et pareil pour un salaire aux alentours de 5 millions qui est quand même abordable pour les Lakers. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour eux. Et côté des Kings, donc les Kings qui envoient Keon Ellis aux Knicks, eux récupéreraient Dalton Knecht et Adou Thiero. Donc Dalton Knecht qui
qui fait un peu doublon ou triplé là, avec Austin Reeves, sachant que déjà ils ont du mal à mettre Austin Reeves sur le terrain, qui très bon joueur, mais en, en étant sur le terrain avec Doncic et avec LeBron, il n'arrive pas à s'exprimer comme il peut le faire quand il est tout seul. Et défensivement, c'est un problème d'avoir les trois sur le terrain en fait. Donc on a déjà du mal à avoir ces trois joueurs ensemble. Et Dalton Knecht, ça va être un joueur un peu pareil, assez bon offensivement, mais défensivement qui va être un peu limité, un peu en profil à la Austin Reeves, mais un peu moins bon quand même, enfin beaucoup moins bon même. Et donc c'est un joueur qui en plus a déjà été potentiellement, enfin qui a été tradé avant que le trade soit annulé, qui avait été tradé à Charlotte l'année dernière. Donc je pense que même lui sait que son trade va venir, son moment va venir. Et les Kings, ça peut être un très bon endroit pour lui. Si, comme je l'annonçais dans mon trade un peu précédent, là, des joueurs comme Zach LaVine viennent à s'en aller, ça ouvrira du temps de jeu sur des postes comme arrière, euh, comme peut l'être Dalton Knecht. Et ça pourrait être intéressant pour lui. Et Adou Thiero, qui est pas trop utilisé par les Lakers, qui serait juste là en tant que filler. Mais c'est un trade qui arrangerait un peu tout le monde, euh, et qui permettrait donc aux Kings de récupérer un peu de jeunesse et de potentiel, qu'a Keon Ellis, mais on a l'impression quand même que la corde s'est rompue entre les Kings et Ellis suite à la non-prolongation cette saison. Donc il faut le trader cette saison. Ça va être tout pour ce trade. On va passer au quatrième trade qui est très intéressant pour moi, avec un Haywood A. Smith qui irait du côté de Denver et un Zekenaji qui irait du côté des Nets. Et les Nuggets enverraient aussi un second tour de draft aux Nets. Euh, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est un bon trade pour les deux équipes. Les Nuggets, de leur côté, se défront de Najee, qui est un projet qui n'a pas forcément marché. En plus, ils gagneraient de la flexibilité, donc il y a 2 millions de moins pour Ace Smith et 2,5 millions de moins pour Ace Smith par rapport à Najee. Mais Ace Smith qui a plus qu'une seule année de contrat, et Najee qui en avait 3 encore. Donc c'était un peu au niveau contractuel, on va dire, un boulet pour les Nuggets qui ne le faisaient pas tant jouer que ça. Et ça leur permettrait de récupérer un Haywood A. Smith qui, s'il redevient le Haywood A. Smith de Miami, pourrait être très intéressant pour la rotation de Denver. Et si il ne revient pas à ce niveau-là, dans tous les cas, ça leur permettra de faire des sacrées économies, puisque, comme je le disais, là, il est en contrat expirant. Donc si l'année prochaine, si ça n'a pas marché, là, ces 6 mois qui passeraient avec les Nuggets, il pourrait très bien ne pas, enfin, il serait certainement pas conservé par les Nuggets, et ça permettrait aux Nuggets d'avoir les 8 millions que par rapport à Najee là qu'ils avaient engagé avec Zeke Najee, de libérer dès l'année prochaine. Pour les Nets, ils sont en reconstruction, ils ont vraiment beaucoup de place dans leur salary cap, et Najee peut être un pari, potentiellement, comme je disais, potentiellement un Michael Porter va peut-être être tradé. C'est un joueur qui a quand même montré un certain potentiel à Denver. Ils n'ont pas su l'exploiter, ou alors c'est le joueur qui l'a pas su exploiter. Ça reste encore à définir. On va peut-être avoir une vraie réponse sur ce sujet avec s'il est tradé dans une autre équipe. Mais potentiellement un joueur qui pourrait être intéressant pour les Nets. Et les Nets qui vraiment n'ont rien à perdre sur ce trade, ils engrangent un deuxième tour de draft. Et ils ont vraiment de la place dans leur salarié cap. Alors là, vous allez me dire, oui, certes, il lui reste 3 ans à Zekenaji, mais d'ici la fin de la saison, il lui restera plus que 2 ans. Et le problème des Nets aussi qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs sous contrat. Donc pour faire des trades, c'est assez compliqué. Et Zekenaji, c'est un contrat à 8 millions la saison, qui pourrait très facilement être retradé dans un autre trade, pour potentiellement soit des meilleurs joueurs ou soit trade down encore. Et ça permet d'égaler des salaires, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc soit pour aller chercher, par exemple, avec un Claxton et un Nadji, plus des tours de draft, aller chercher un autre joueur intéressant. Ou alors, euh,
les Nets vont sûrement se positionner cet hiver pour récupérer des contrats qu'on va dire un peu toxiques contre des pics. Et il faut quand même qu'ils envoient de la contrepartie. Donc potentiellement envoyer des Ekenaji, ça va être du Michael Porter Jr., ça va être du Claxton, qui vont avoir des contrats avec une valeur même minime, parce que sinon ils ont vraiment que des contrats rookies du côté des Nets. Donc il faut vraiment qu'ils aient des salary fillers, comme on appelle ça. Donc un trade pour moi aussi win-win pour les deux équipes, mais à voir ce qui se passera. On va passer sur le cinquième trade. Encore une fois, on va parler des Pacers qui ont besoin vraiment d'un pivot. Donc s'ils n'arrivent pas à faire Kevon Looney, et ça c'est un trade qui va plus m'intéresser que Kevon Looney par exemple pour les Pacers, mais ce serait prendre Nick Richards des Suns. Nick Richards qui clairement n'a plus sa place aux Suns. Malheureusement pour lui, il y a beaucoup trop de pivots à sa place. Mark Williams, donc son ancien collègue de Charlotte qui est titulaire et qui fait du très bon travail. On va avoir même du Malware qui est prometteur et qu'ils ont drafté en 8 ou 9e position qui n'arrive pas à avoir du temps de jeu en fait du côté des Suns. Qui est en plus normalement devant un Nick Richards dans la hiérarchie des Suns. Donc là, ça va être c'est compliqué pour Nick Richards qui n'aura potentiellement pas de temps de jeu cette saison aux Suns. Et il lui reste plus qu'une année de contrat, donc ça pourrait être très intéressant pour les Suns de récupérer au moins une contrepartie plutôt que de le laisser partir contre rien. Et il pourrait récupérer du coup de la part des Pacers, donc Tony Bradley, qui est l'actuel backup des Pacers, qui est en contrat finissant aussi, et un second tour de draft des Pacers. Donc c'est un retour assez minime, on va dire, pour les Pacers, mais c'est pour un joueur qui vraiment n'utilise plus. Donc voilà, donc vraiment dans ce que je disais, il est derrière Mark Williams, derrière Iguodaro, derrière potentiellement Maluar, donc Nick Richards qui n'a pas non plus sa place aux Suns, et en plus il est finissant, donc je pense pas que les Suns allaient le prolonger. Donc il récupère un second tour de draft et les Pacers qui se retrouvent avec un pivot intéressant qui pourrait prolonger, encore assez jeune à développer, mais qui a montré des choses assez intéressantes à Charlotte. Et ça pourrait être aussi un joueur que Carlisle arriverait à potentiellement développer. Et voilà, c'est une un des joueurs qui pourrait être un des types de pivots en tout cas que je vois bien les Pacers cibler. Et enfin, on va passer au dernier gros trade de, ce, de cette vidéo. Euh, donc ça va être un trade à 3 équipes. Et là, ça va être encore une fois, hein, c'est un trade qui peut pour l'instant pas se réaliser parce qu'il y a des joueurs qui ont été signés récemment. Mais là, ça va être un trade qui va impliquer 3 équipes. Donc les Pacers qui récupéreraient Jakob Poeltl de Toronto. Et Toronto qui lâcherait les chevaux pour avoir un vrai gros pivot. Sachant qu'ils ont déjà des ailes assez bien fournies. Et, et un poste 2 en la personne de Barrett qui est assez intéressant. Et donc il récupérerait Domantas Sabonis et Dennis Schroeder. Donc Dennis Schroeder, ça va être pas mal pour matcher les salaires. Et aussi, vous allez voir, ils vont envoyer les Emmanuel Quickley aux Kings pour pouvoir avoir Domantas Sabonis. Et donc ils auront besoin d'un meneur remplaçant potentiellement. Donc Quickley étant titulaire, Schroeder ne sera potentiellement pas forcément titulaire chez les Raptors. Peut-être qu'on partira plus sur une équipe un peu avec sans vraiment d'avoir de meneur. Parce que par exemple, on pourrait même avoir de la balle dans les mains de Sabonis un peu et potentiellement de la balle beaucoup dans les mains de Scottie Barnes qu'il a déjà fait. Et après, potentiellement mettre un autre meneur titulaire ou faire décaler des joueurs et avoir Schroeder en sortie de banc pour le poste de meneur. Et donc ça ferait une équipe avec un pivot comme Sabonis qui est vraiment une upgrade par rapport à Poeltl. Donc forcément, défensivement pas tellement, mais par contre offensivement c'est quand même une grosse upgrade par rapport à Poeltl.
Et donc les Raptors, pour faire que ce trade soit possible, ils se débarrasseraient donc de Emmanuel Quickley, qui serait envoyé aux Kings, et Grady Dick aussi. Et ils enverraient en plus un premier round 2025, 2026 pardon, et un second round 2026 qui appartient aux Lakers. Et les Pacers qui, eux, de leur côté, enverraient Obi Toppin et Tony Bradley à Sacramento. Les Pacers qui n'ont pas vraiment le choix, Obi Toppin, c'est un peu le seul contrat aux alentours d'une quinzaine de millions d'euros qu'ils ont de disponible pour trader, parce que sinon c'est directement du Siakam ou alors du Mathurin qui vont potentiellement plus vouloir garder, ou alors le contrat d'Haliburton, mais qui évidemment ne sera pas tradé. Donc ils sont obligés d'envoyer Obi Toppin, c'est un peu dommage parce qu'il a quand même montré des belles choses, mais c'est un joueur que tu as envie d'avoir dans une équipe qui gagne, qui a besoin un peu de hustle, quelqu'un en sortie de banc. Et là, ce qu'il leur faut vraiment aux Pacers, c'est un pivot titulaire. Et donc ils vont être obligés de sacrifier un Obi Toppin, malheureusement. Et Tony Bradley aussi, qui est le backup pivot pour matcher un peu les salaires, mais Obi Toppin qui numériquement sera remplacé potentiellement par un Jay Huff qui passerait backup de Jacob Poeltl. Et ils enverraient aussi un second tour de draft aux Kings qui appartient de fait aux Raptors. Et de leur côté, les Kings récupéraient donc un peu d'espace salarial, même si c'est pas énorme, mais ils se séparaient du contrat de Dennis Schroeder qui a 15 millions la saison pendant 3 ans enfin, aux alentours de 15 millions la saison sur 3 ans pour Dennis Schroeder, pour un meneur qui est même pas titulaire parce qu'il s'est fait voler la place par Westbrook. C'est un peu beaucoup. Et il y a des bruits de couloir qui ont été qui disaient pas mal que Dennis Schroeder allait sûrement être aussi l'une des personnes, l'un des joueurs qui allait être tradé cette intersaison ou alors l'intersaison prochaine, l'été prochain. Et donc là, il ferait une pierre de coups, il se débarrasserait de Domantas Sabonis et de Dennis Schroeder, ce qui ferait quand même beaucoup de place dans la banque sur les prochaines années. Et il récupérait quand même un premier tour de draft, deux seconds tours de draft, un Emmanuel Quickley qui aurait normalement le poste de titulaire à la main chez les Kings, qui est un joueur assez intéressant quand même s'il a un contrat qui est quand même assez gros et assez long, donc c'est 32 et demi sur 4 ans. Mais c'est un peu une des raisons pour laquelle les Raptors s'en sépareraient, puisqu'ils auraient après potentiellement avec Dennis Schroeder plus un autre joueur ou alors des pics moyen de se trouver un meneur titulaire pour l'année prochaine. Mais le contrat d'Emmanuel Quickley, combiné au contrat de Scotty Barnes, au contrat de Brandon Ingrams, au contrat de Jakob Poeltl, ça faisait beaucoup trop de joueurs aux alentours des 20-30 millions. Tout le monde ne pouvait pas être cumulé et il fallait vraiment se séparer d'un de ces contrats. Et c'est pour tous les spécialistes, en fait, le contrat le moins intéressant des Raptors, c'est vraiment Emmanuel Quickley. Donc voilà. Mais Quickly qui peut être intéressant pour les Kings qui, s'ils partent en reconstruction, peuvent avoir un espèce de meneur assez jeune qui peut et dynamique qui peut faire jouer une équipe. Euh, Ça peut être assez intéressant pour eux. Ils peuvent aussi essayer de continuer ou de finir de le développer et récupérer donc Obi Toppin qui potentiellement serait retradé plus tard. Grady Dick aussi qui est aussi un prix aussi des Raptors qui n'ont lâché que un premier tour de draft, mais qui ont lâché par contre un Grady Dick, qui est quand même un shooter quand même assez fiable et qui est quand même le joueur drafté par les Raptors, qui est quand même pas mal adoré là-bas, mais c'est un joueur qui, dans la balance, te permet de ne pas mettre autant de premier tour de draft pour les Kings et qui permet aussi d'égaliser les salaires. Et donc voilà, ça permettrait aux Kings de commencer un peu leur reconstruction en ayant des pics et en ayant un meneur jeune pour potentiellement la reconstruction du futur et des contrats qui vont être un peu plus tradables et un peu moins longs avec Topin, Grady Dick et Tony Bradley. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les trades que je vous ai présentés. Si ça vous a plu,
repassera sûrement peut-être avec les gars aussi sur d'autres idées de trade. Dites-nous si vous avez des équipes que vous voulez voir en particulier ou des joueurs. Comme je disais, on a pas mal, enfin j'ai pas mal abordé le sujet de trade de joueurs qui sont vraiment dans les rumeurs et qui donc sont des trades qui sont assez probables, pas forcément exactement, mais avec potentiellement d'autres contreparties de joueurs pour matcher les salaires, ou alors d'autres équipes qui viennent se greffer pour faire matcher les salaires, ou alors plus ou moins de pics. Mais c'est quand même beaucoup de joueurs qui rentrent dans la discussion en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine!